Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Ça fait du bien d'être dans la plaine avec de plus en plus de travaux au champ. Alors cette semaine, vous allez voir, on va casser les codes avec une émission Power Boost très particulière avec plein de sujets, mais je ne vous en dis pas plus. Cette semaine dans Power Boost, on va vous parler de plusieurs sujets d'actualité qui vous concernent ou vous concerneront peut-être très prochainement. Tout d'abord, un point sur l'évolution du secteur des agroéquipements, notamment avec l'arrivée du co-farming. Ensuite, l'évolution de la législation des drones qui pourront bientôt être utilisés comme pulvérisateurs, comme c'est déjà le cas dans certains de nos pays voisins. Nous ferons également un point sur la relation entre qualité de l'air et agriculture, ainsi que les inquiétudes qu'ont pu susciter, à tort, certains aspects de la Mother Regulation. Enfin, nous ferons un point sur la santé des cultures en Seine-et-Marne, mais avant tout ça, les news. Il y a une semaine, se tenait le premier forum agroéquipement organisé par Axema sur le thème du co-farming. À cette occasion, les étudiants de l'ISA de Lille ont présenté une pièce de théâtre visionnaire sur le futur de l'agriculture. Une vision positive et optimiste qui prouve que la relève est bien là. Il y a une dizaine de jours à Dunkerque s'est déroulé le forum agroéquipement à l'initiative d'Axema. Mais il y avait tous les acteurs de la filière ensemble sur scène qui ont permis de montrer que réellement le co-farming aujourd'hui c'est une piste à travailler, c'est une des solutions pour aider l'agriculture à relever les défis de demain. Le premier forum agroéquipement a été un succès, organisé à Dunkerque à l'initiative d'Axema, mais avec de nombreux partenariats. CUMA, FNEDT, FNAR, FNSEA, APCA, Jeunes Agriculteurs et Coordination Rurale. Il s'est déroulé sur 2 jours, les 17 et 18 mai. Le thème central de ce forum était « En quoi le co-farming bouscule les modèles établis ». De façon globale, il est apparu que le numérique est un outil puissant d'intermédiation. Les intervenants présents ont souligné qu'il s'agissait d'une opportunité pour mieux rentabiliser ses actifs, mais aussi une opportunité de mise en relation entre agriculteurs. Nous en avons profité pour interviewer Frédéric Martin, président d'Axema. Aujourd'hui, on a réuni tous les acteurs de la filière. On a vu les CUMA, on a vu les entrepreneurs du machinisme agricole, les fabricants de machines agricoles, il y avait des agriculteurs, voilà. Et tout ce petit monde-là, ils parlent, travaillent ensemble, mais en fait, se connaissent pas forcément. Et donc l'objectif, c'était déjà qu'ils se connaissent et qu'ils se parlent. Et donc le co-farming, c'est un moment où, voilà, c'est peut-être la voie où on pourrait se parler ensemble dans la filière. Le co-farming est perçu comme un véritable levier pour la profession agricole car il ouvre de nouveaux espaces. En effet, l'association co-farming pousse encore plus loin ce qui a fait la force de l'agriculture jusqu'à présent, la capacité d'organisation des producteurs. Au XXe siècle, c'est la capacité des agriculteurs à s'organiser et à travailler ensemble qui leur a permis de construire le mutualisme, les coopératives ou les CUMA. L'arrivée du numérique permet aujourd'hui de passer de l'agriculture de groupe à l'agriculture en réseau, très réactive et très souple. Né en France il y a 2 ans, le co-farming se développe aujourd'hui dans de nombreux pays et permet grâce à de nombreuses plateformes comme Linking Farm, WeFarmUp, Échange Parcelles, FarmLeap, AgriFind, AgriÉchange, La Balle Ronde et bien d'autres de pouvoir dégager de nouveaux leviers de compétitivité. N'hésitez pas à accueillir une étape du Co-Farming Tour 2018 chez vous. Et puisque nous sommes dans le vif du sujet, voici les chiffres d'Axema pour 2015-2016. Au regard des exportations mondiales d'agroéquipements, 3 familles d'équipements sortent du lot. En première place, nous trouvons les tracteurs avec 28,7%. À la deuxième place, les tondeuses avec 21,1%. Et enfin à la troisième place, les moissonneuses et autres outils de récolte avec 19,6%. En 2016, en Europe, la production d'agroéquipements réunissait près de 7100 entreprises industrielles, ce qui représente 180 000 emplois. La France se place dans le top 3 à la 3e place avec 4 950 millions d'euros de chiffre d'affaires, 540 entreprises et 16 924 salariés. En 2e place, nous trouvons l'Italie avec 8 351 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1791 entreprises et 31 925 salariés. Enfin, à la première place, l'Allemagne, comptabilisant 11 467 millions d'euros de chiffre d'affaires, 588 entreprises et 40 205 salariés. Nous pouvons noter dans ce classement la progression de la Pologne qui comptabilise en 2016 plus de salariés qu'en France, bien que son chiffre d'affaires reste inférieur de 70%.
On vous parle régulièrement des drones en agriculture dans l'émission Power Boost et jusqu'à présent on avait l'impression que de pulvériser avec un drone c'était carrément impossible à envisager, mais vous allez voir, il y a du nouveau. Souvenez-vous, en novembre dernier, nous nous étions rendus en Suisse afin d'assister à la démonstration du drone épandeur de chez DJI. Nous étions du côté helvétique de la frontière car la législation y est moins contraignante. Cependant, il semble que cela soit en progression en France puisque Antoine Hertz et Thierry Benoît, députés, viennent ce 13 avril 2018 de faire adopter un amendement permettant l'expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30%, pour une période maximale de 3 ans. Ces parcelles en pente sont difficilement accessibles aux machines sur roues et les drones peuvent s'avérer être une bonne solution dans ces situations. Affaire à suivre donc. À présent, on va faire un focus sur les relations entre pollution de l'air et agriculture. Hélène de Villers, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice d'Atmo Hauts-de-France. Alors vous, notamment, vous mesurez les polluants que l'on peut retrouver dans l'air. Alors effectivement, vous en retrouvez certains, vous dites, qui sont liés à l'activité agricole, mais est-ce que vous en êtes sûr ? Oui, il faut savoir qu'il y a certaines pollutions qui sont liées à l'agriculture, pas toutes. L'agriculture a sa part comme d'autres secteurs, l'industrie, le transport, le chauffage. Néanmoins, on voit bien que, par exemple, à des périodes comme en mars, fin août, on a des épisodes de pollution qui sont liés à des pollutions agricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ammoniac se transforme finalement en particules, pour faire simple, on va dire ça comme ça. Et on sait tracer le type de particules et on voit bien que dans certains épisodes de pollution, on a jusqu'à 50-60% de particules qui sont liées à des émissions agricoles. Est-ce que vous mesurez aussi des polluants liés aux produits phytosanitaires ? Oui, Atmo Hauts-de-France mesure les produits phytos sur l'île depuis plus de 10 ans et chaque année on mesure plus d'une quarantaine de molécules présentes dans l'air sur l'île qui sont liées, donc qui sont des molécules de produits phytosanitaires. On les mesure, on voit même qu'il y a des produits qui sont interdits depuis plus de 20 ans, type du lindane, et on voit aussi qu'il y a des produits qui sont actuellement utilisés. Et ce qu'on voit, c'est que les années où il fait plus humide, il y a plus de phytos dans l'air. Les années plus favorables, j'allais dire, pour l'agriculture, il y a moins de phytos dans l'air. Donc on voit qu'il y a vraiment une adaptation des pratiques agricoles en fonction des conditions climatiques. Merci beaucoup. De rien. Dans l'émission Power Boost, on vous parle souvent des contraintes liées à cette nouvelle directive Mover Regulation. Mais pourtant, il ne faut pas pour autant paniquer. Bernard Cassen, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes journaliste belge et vous avez vu dans la presse française des âneries, c'est-à-dire dans certains articles l'idée qu'avec Mover Regulation il allait falloir changer toutes les anciennes remorques parce qu'il allait y avoir un nouveau système de freinage qui va s'imposer. Vous vous dites non, attention, pas de panique. Mais absolument. La réglementation 167-2013 que vous appelez Motor Regulation n'a aucun effet rétroactif. Elle s'applique uniquement au nouveau matériel qui est mis en circulation à partir de son entrée en vigueur, mais il n'y a pas d'effet rétroactif. Bien sûr, techniquement, ça va fonctionner beaucoup moins bien, mais rien n'empêchera d'atteler une remorque simple circuit de freinage à un tracteur équipé en double circuit, et à l'inverse, d'atteler une remorque double circuit de freinage à un tracteur qui n'aurait que du simple circuit. Il y a aucun problème. Ça marchera moins bien. Certes, on perdra tous les avantages du double circuit, mais ce n'est pas pour ça qu'on va devoir déclasser tout ce vieux matériel. Donc, pas de panique. Et puis vous dites quelque part, on va toujours trop loin. Par exemple, si on s'intéresse aux barres anti-encastrement à l'arrière des remorques, là on demande des normes qui sont bien trop élevées. Ben, manifestement, j'ai eu l'occasion d'en discuter récemment avec un constructeur qui me dit mais cette histoire de barre anti-encastrement, on ne se rend pas compte. Le fait de devoir résister à des pressions jusqu'à 10 tonnes avec une barre anti-encastrement qui se trouve à 55 cm du sol, ça fait des efforts et des contraintes considérables. En Belgique, nous sommes déjà habitués à ce pare-choc, ça existe déjà depuis des années, mais pas avec les mêmes exigences. Mais ces constructeurs ont dû adapter leur construction de façon considérable. Certains s'interrogent même de savoir si le châssis va tenir le coup, parce que 10 tonnes, c'est pas rien. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est que la réglementation est parfois incohérente. On met des normes importantes à l'arrière des remorques, et puis à l'avant, où il y en a pourtant des masses qui sont importantes, des relevages avant, là, il n'y a rien.
Oui, c'est vrai que je n'ai rien vu dans la réglementation concernant le dispositif anti-encastrement à l'avant du tracteur. Maintenant, je n'ai pas lu toute la réglementation qui, avec ses annexes, fait quand même environ 900 pages. Bernard Cassen, merci beaucoup. De rien. Je vous invite à présent à aller à la rencontre d'un jeune agriculteur de Seine-et-Marne. Alors bonjour à tous, Mathieu Baudouin, agriculteur à Évry-Grégy en Seine-et-Marne, à côté de Melun, sur une exploitation de polyculture céréales et betteraves, donc à grande majorité blé, betteraves, quelques hectares qui part à Cristal-Union, après de l'orge de printemps qui part essentiellement en brasserie, et du colza qui part aujourd'hui 100% en diester. Donc l'état des cultures aujourd'hui, donc tout ce qui est betterave, donc de toute façon les semis du printemps ont été un peu retardés, donc à peu près un mois de retard, mais pour l'instant petit à petit avec les températures assez élevées, ça reprend un peu le retard, petit à petit. Après tout ce qui est culture de printemps, type l'orge de printemps, pareil ça galope, ça court. C'est pour l'instant en très bon état sanitaire, il y a très peu de maladies, dû au fait que là depuis l'implantation il y a très peu de pluviométrie. Après sur tout ce qui est culture on va dire d'hiver, il y a un peu tout type on va dire d'état, donc tout ce qui est semé on va dire tôt, on va dire début octobre jusqu'au 25-30 octobre ça va. Dès l'instant il y a des semis on va dire de blé derrière maïs ou derrière colza, ou derrière maïs ou derrière betterave. Là c'est un peu plus problématique parce que les blés n'ont pas pu vraiment s'enraciner avec l'hiver très humide qu'on a eu. On a eu aussi un peu de dégâts, d'inondations, d'excès d'eau, donc des trous d'eau qui sont faits dans les cultures, qui ont fait aussi un impact sur la perte de nombre de pieds. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors je vous le dis souvent, si vous êtes passionné de machinisme, il y a un média qui est parfaitement bien informé. Il s'agit de machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.